Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière concernant Emmanuel Macron et son annonce sur la Palestine. Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, nous fait l'honneur de son analyse qu'il titre La parabole du semeur. La parabole du semeur offre des enseignements profonds sur la réception de la parole de Dieu dans nos vies. Elle souligne la variété des réponses humaines et à la vérité spirituelle, mettant en garde contre les cœurs durs, superficiels ou trop préoccupés par les choses du monde. Écoutons Jean-François Carracci. Merci. La parabole du semeur. Voilà comment je vais titrer ce podcast concernant la démarche d'Emmanuel Macron, que ce soit en Ukraine comme en Palestine. Et aussi la parabole du semeur par rapport à Georges Cardin. Le président de la République française est allé à l'ONU, il n'y a pas renoncé, il veut marquer l'histoire en reconnaissant un État palestinien pour que les Palestiniens arrêtent de souffrir. La démarche semble être d'une telle générosité et d'une telle hauteur d'esprit qu'on ne peut que crier au génie. Le problème qu'il y a, c'est que Israël va se le faire. Je l'ai dit il y a un mois, je ne sais pas comment Israël va se le faire, mais le président de la République française a joué une carte qu'il ne devait pas jouer. La parabole du semeur, c'est ça. C'est on plante en terre des choses, par foi ou par courage, par idéalisme, par génie, et puis les circonstances. Dieu, le diable, décide de ce qui pousse, de ce qui meurt en terre ou de ce qui pousse aux premières pluies ou bien plus tard. C'est ce que fait Emmanuel Macron et ses conseillers. Il veut parler de Palestine pendant que Candace Owens oblige Madame la Présidente, ou disons Madame, on va dire tout ça, obligé à savoir qu'est-ce qu'il y a entre ses cuisses. Je ne comprends pas que la France n'ait pas tout simplement dit aux États-Unis ou à la justice américaine « fuck off ». De quel droit la suprême justice américaine obligerait une femme de président à prouver ce qu'elle a entre ses cuisses ? C'est quelque chose d'absolument absurde, finalement. Je me fous de savoir si elle a une chatte ou un service 3 pièces, madame. Ce qui est certain, c'est que rien dans son parcours ou dans sa personnalité ne me convient à cette personne-là. Il n'y a pas de génie, il n'y a pas de générosité, il n'y a pas d'idée géniale. Il y a beaucoup d'angles morts, beaucoup de secrets, beaucoup de manipulations, beaucoup de gens faits Premier ministre comme Gabriel Attal ou Darmanin simplement parce que ils appartiennent à la même coterie, ou d'un ministre de la Justice qui a adoré plaider l'idée que l'inceste heureux pouvait exister. On est dans cette situation-là. Mais la parabole du semeur dit aussi une chose, c'est que dans ce qu'on crée aujourd'hui, de ce qu'on plante aujourd'hui, ça naît quand ça veut et comme ça veut. Peut-être les Macron arriveront-ils à rentrer dans l'histoire, pas de la façon dont ils ont pu imaginer. On voit que ça se voit que c'est un couple de réflexion, de compromis, d'ambition commune, dont acte. Mais quelle ambition, quel compromis, quel génie produit à deux. Moi, je le vois dans mes affaires. Si j'avais laissé Olivia Carracci se noyer dans sa piscine au lendemain de sa visite au juge d'application des peines de Montpellier, qui est l'épouse de l'ancien maire de Latte, ou ex-épouse, peut-être que depuis 20 ans ils ont divorcé. Latte, à côté de Montpellier. Lui était maire, elle était juge aux affaires familiales. Et François-Joseph Carracci semblait très très bien la connaître. Autant que les deux juges avant Joël Allot, qui dans le dossier SCI Carracci se sont autodessaisis. Soit par incompétence, sur le SCI Carracci je vois pas où était le problème, soit par compromission d'intérêt. On connaissait le père, donc on peut pas s'occuper du fils. Ok.
Pareil, François Carracci, si je l'avais laissé se faire égorger par son chien loup en 98, 99, à Fréjorgue, dans ces entrepôts qui valent aujourd'hui plusieurs millions d'euros, eh bien, j'aurais hérité de François Carracci. Il n'avait pas épousé Sandrine Carracci à ce moment-là. Il était encore marié à Olivia. J'aurais dû laisser François Carracci se faire égorger et mourir ce dimanche matin-là. Et j'aurais été un riche héritier. Et Olivia Carracci n'aurait pas eu l'occasion de me trahir, en tout cas pas pour ça, parce qu'elle aurait eu tous les sous de la fortune cachée de François-Joseph Carracci. Et Sandrine Mignoli se serait retrouvée à faire le tapin. C'est comme ça, hein. Au lieu de jouer à la grande chef d'entreprise à Montpellier en étant présidente des femmes chefs d'entreprise avec mon argent, l'argent de la SCI Carracci, argent qui à la fois fait partie d'actifs que je détenais en tant que personne individuelle, mais aussi d'actifs que je détenais ou que je suis en droit de détenir en tant qu'héritier. Mais là, il y a spoliation. C'est ça la parabole du semeur. C'est de se dire, on ne sait pas toujours ce qu'on plante. Hein. C'est comme sur une pièce d'échiquier. Sur une pièce d'échiquier, on connaît les pions de son ennemi, mais dans la vie, on ne connaît pas les pions de son ennemi et on ne connaît pas tous ses ennemis. C'est ce que me disait Andréotti. Il me disait, tu sais quelle est la différence entre un joueur d'échecs et la vita? J'ai fait, dis-moi. Il me dit, le joueur d'échecs, il croit tout savoir parce qu'il voit les pions, il voit les ennemis, il sait qui peut se déplacer en diagonale, en verticale, à l'horizontale. Mais l'ennemi, lui, tu ne le connais pas dans la vie. Tu ne sais pas qui tu as fâché, quelle ambition tu as compromise, qui tu as mal regardé, quelle fille ou quelle femme ou quelle mère tu as baisé, qu'il y a un fils, un mari, un frère qui veut se venger. Je fais, oui, tu as raison. Et la parole du semeur, c'est ça. J'ai dit il y a un mois et demi qu'Israël allait se faire Macron. Moi, j'ai pas envie que Israël tue Macron, déjà parce que je n'ai pas à être un oiseau de mauvais augure, je n'ai pas à dire ce genre de choses, ce genre d'envie. Je laisse Olive, des stars d'Internet, ou Juan Branco, ou le capitaine Juvin Brunet nous expliquer qu'ils vont sauver la France. Ok, peut-être c'est le cas. Mais moi, je préfère un mec comme moi, un mec comme Georges Cardel, qui a tout perdu parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pour sauver les siens. J'ai tout perdu pour pouvoir sauver la vie à Olivia et sauver la vie à François-Joseph Carracci qui m'a remercié en me déshéritant. J'ai tout perdu en écrivant à mon père Michel de Roumanie à Aubonne 2 lettres recommandées avec mon sang dedans. J'ai mis des gouttes de sang dedans. Et je sais qu'ils ont fait des tests ADN parce que les gens auprès de qui ils ont fait des tests ADN, ce sont les meufs qui ont fait des tests ADN pour moi. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est la leçon de ce podcast. Dans le renseignement, votre pompiste, votre fleuriste, votre charcutier, votre voisin, votre cousin, votre mari peut être quelqu'un du renseignement, quelqu'un qui a été recruté périodiquement ou sur le long terme. Ce n'est pas être parano, c'est génial. Moi, j'adore savoir ça. J'ai adoré savoir que François-Joseph Carracci avait été du renseignement et que j'ai pas pu devenir général dans le renseignement italien parce que lui occupait la place et que Berlusconi m'a dit le jour où Françu, comme disaient les intimes, mourra, on te laissera sa place et tu seras général. Je dis mais moi je ne me branle pas le matin devant le miroir en costume ou en uniforme en espérant être général. Je serai général si je suis roi. Puisque les rois sont généraux. Philippe de Belgique est général 4 étoiles, Philippe d'Espagne aussi. Mon père l'était, même à l'âge de 6 ans, puisqu'il a été 2 fois roi, il a été général à l'âge de 6 ans. Bon. Ouais, c'est qu'il a tellement aimé jouer avec sa baïonnette qu'après il voulait mettre sa baïonnette dans le cul de ses filles. Moi, je n'aime pas ces petits plaisirs-là obscènes. Donc, la parole du semeur, la parabole du semeur, c'est ça. Moi, le pasteur et prince que je suis, vous le dit, tout un chacun, vous, moi, les gens qu'on connaît, les héros ou les minables, on ne sait pas ce qu'on plante. Et on le sait souvent après ce qu'on a planté et les conséquences qu'il y a eu. Quand j'ai sauvé la vie à François Carracci, je ne savais pas qu'il allait se comporter comme un enfant de putain avec moi. Alors qu'il a joué au super papa avec Sandrine et ses sœurs, Carole et Natacha Pignoli. Il lui a acheté des maisons, etc. Pourquoi est-ce que François Carracci, quand il a fait les faux dans la SCI Carracci en juin 2004,
Il pouvait m'acheter une maison, il pouvait m'acheter une propriété, il pouvait me créer une société en disant voilà, je t'ai adopté, je t'ai élevé, maintenant tu fais ta vie. Et je te donne ta part. Pourquoi avoir eu besoin de faire des faux usages de faux escroqueries, qui ont été condamnés d'ailleurs, hein. Je suis jamais dans la diffamation. François-Joseph Carracci a été condamné pour faux usage de faux escroqueries devant le tribunal correctionnel de Montpellier, devant la cour d'appel de Montpellier et devant la chambre civile de la cour de cassation, hein, en 2006. Hein. J'ai gagné tous ces procès-là. Après, il s'est vengé. Il a pris le temps, avec son avocat Jacques Martin, d'inventer des choses qui, pareil, sur la parabole du semeur, ont pris le temps de vivre, ont pris le temps de s'imposer dans la tête des enquêteurs et des juges. Et au moment où la justice a eu besoin de trancher, de savoir quel fils j'étais, j'étais un salaud à ce moment-là. Pourquoi j'ai gagné les procès de 2004 à 2006 sur la SCI Carracci? Parce que j'étais bien un mec génial qui venait faire ses classes d'officier de réserve, qui avait sauvé la vie de sa mère adoptive, qui utilisait ses salaires pour payer le divorce de sa mère adoptive. Après, je suis passé pour le barjot qui se prenait pour un fils de roi et un escroc, un bandit de grand chemin. Le gitan, le voleur de cuivre sur les chantiers. Mais je suis pas gitan, et quand même je serai gitan, j'ai aucun problème avec les gitans, c'est un peuple génial. Qui a un instinct de survie incroyable. Moi, je suis fils de roi. Et la famille royale de Roumanie, ma branche à moi, est suisse-allemande. Et les autres branches sont russes, danoises, anglaises. Puisque la grand-mère, les deux grand-mères de mon père, l'une était princesse d'Angleterre, Marie d'Édimbourg, et l'autre était Marie de Russie. Voilà. C'est ça ma généalogie, c'est ça mon sang. Moi, je plante des choses à 30 ans, 40 ans de vision. J'ai pas tué Roger Cazorla quand il a tué mon fils parce que le code pénal ne me l'a pas permis. S'il y avait eu un crime d'honneur, j'aurais demandé réparation et bien sûr, j'aurais fait ce qu'il y avait à faire. Mais je suis à la fois un homme qui respecte la loi et qui respecte la vie. Et ce qui a été terrible pour moi dans l'histoire de Bois d'Arcy avec l'incarcération, c'est que j'ai fait de la prison pour de l'argent que je n'ai pas volé. Et j'ai fait de la prison parce que mon témoin était mort et mes preuves étaient restées derrière moi. Parce que quand je suis parti de Montpellier avec le deuil de mon fils sur les mains à cause de Roger Cazorla, bien sûr, j'ai laissé des mails, des lettres recommandées derrière moi, des mails et des lettres qui ont été détruites par Olivia Carracci et par François-Joseph Carracci. Ces lettres, ces premiers mails, puisque c'était le début, avec AOL, MSN, etc., Wanadoo, j'avais toutes les preuves qui disaient que je disais vrai, que j'avais volé personne. Donc je me suis retrouvé au trou alors que j'avais des preuves de mon innocence. Et je me suis retrouvé au trou parce que Charles Moragues, qui était celui à qui appartenait l'argent, et celui dont j'ai investi l'argent en Chine pour Olivia et Catalina, était mort. Et comme Catalina Moragues ne m'avait jamais aimé, qu'Olivia Carracci était sous calmant depuis 30 ans, qu'elle pleurait tout le temps, qu'elle avait peur de ce que François Carracci allait lui faire, j'ai fait par avant. J'ai sauvé la vie de Olivia Carracci dans cette piscine où elle s'était jetée, et j'ai sauvé la vie de Olivia Carracci qui s'est pas retrouvée à faire la pute aux Arceaux, qui est le quartier des putes de Montpellier, parce que je lui ai laissé plusieurs millions d'euros. Et j'ai envoyé une lettre recommandée il y a 3 ans au maire de Saussan, Joël Vera, en disant que j'étais très inquiet parce que Raymond Moragues, le cousin d'Olivia, qui vivait avec elle et qui a été d'ailleurs entraîneur de rugby à Poussan, POU2SAN dans l'Hérault, est un homme dont j'ai été associé dans Chaleur et Clim et qui avait été interdit 10 ans bancaire pour chèque en bois. Et cet homme, selon moi, était en capacité de caractère et de situation de prendre l'argent de la villa vendue à Saussan pour brûler cet argent qui est mon héritage. Peut-être dans un abus de faiblesse d'Olivia, et dans mon esprit imaginatif, j'ai même craint que Olivia puisse avoir été tuée par Raymond, qu'il ait mise dans le congélateur, qu'il n'ait pas déclaré sa mort, et qu'il crame aujourd'hui cet argent volé sur mon dos, qui est ma part d'héritage. Là, je suis peut-être dans la diffamation, mais Raymond Moragues est un homme qui battait Olivia, et c'est un homme qui a été 10 ans interdit bancaire. Donc au niveau profilage, moi,
qui sauvait la vie à François Carracci, qui après m'a fait passer pour un fils de chien. Si vous lisez À la grâce du diable aux éditions du Net, vous saurez une chose, c'est que Michel de Roumanie et François-Joseph Carracci se connaissaient très très bien. Il y a eu un pacte entre eux pour m'éduquer. Et à un moment donné, François-Joseph Carracci a su qu'il existait les 200 milliards de la fortune de Carole II, et il en a voulu une partie. Et Michel n'a pas voulu la lui donner. Et donc François s'est énervé. N'oublions pas que François-Joseph Carracci n'est pas un homme d'honneur. C'est un voyou qui a fait des faux en écriture pour spolier sa femme plusieurs fois dans sa vie. Quand elle avait 25 ans pour l'hypothéquer, et quand elle a eu à peu près 55 ans pour la laisser sans rien, sans l'immobilier qui était à elle. De nouveau, cet immobilier qui a toujours obsédé François Carracci et qui fait vivre Sandrine Mignocali-Carracci, qui est la fille d'une ancienne maîtresse à François-Joseph Carracci. Et voilà, encore une fois, Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti, vient de nous procéder à une analyse parfaite de la situation, avec une entrée en matière en fait sur la géopolitique nationale et s'ensuit en fait son histoire personnelle. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les ondes clandestines. Merci.